suis David Sévelin, je suis le CEO d'Oxwork. Je suis quasiment chez Oxwork depuis la genèse d'Oxwork en 2015. Je suis passé par différentes étapes chez Oxwork, donc de salarié, président, maintenant je suis directeur général. Et donc, c'est quoi Oxwork? Oxwork, c'est un marketplace exhaustif de produits d'équipements de protection individuelle. Et notre motto, c'est d'équiper les pros comme des athlètes avec des produits de qualité, quoi. Toi, du coup, tu es arrivé sur quel rôle quand tu as commencé chez Oxworks? Alors pour faire court sur mon parcours depuis que j'ai mes premières expériences, j'ai fait 8 ans de logistique jusqu'en 2000. En 2000, j'ai repris des études pour m'orienter sur quelque chose qui me branchait plus que la logistique, c'est-à-dire ce que j'appelais à l'époque, c'était les prémices d'Internet, hein, donc Hmm. ce qui était la communication et plutôt je me suis rendu compte que je me suis orienté vers le web marketing. Donc entre 2000 et l'arrivée dans Oxwork, je suis repassé à zéro, donc développeur web, chef de projet internet, ingénieur avant-vente, et j'ai fini dans une agence comme consultant web marketing où j'accompagnais les clients sur tout ce qui est, je dirais principalement acquisition, SEO, SIA, quoi. D'accord. Et du coup, tu es arrivé dans Oxworks sur cette position-là d'optimiser le SEO de l'entreprise? Alors pas exactement, il y a eu un concours de circonstances. Un ami une fois me dit, écoute, je suis à un événement à Marrakech et ils cherchent des gens comme toi, des gens qui maîtrisent la visibilité plutôt d'un site internet, quoi. Et du coup, moi, je sais pas, la boîte où j'étais, ça se passait bien, mais c'est compliqué. J'exposais les objectifs et du coup, pour être payé, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, ils avaient des bonnes excuses. Donc là, j'ai eu un switch où je me suis dit, je vais aller sur le monde du marché, quoi. J'étais très bien où j'étais, hein. Je travaillais toujours chez moi en tant que salarié et j'avais une autonomie complète. Donc quand même, en gros, un infopreneur salarié avec la sécurité d'avoir un salaire tous les mois, quoi. Mais là, du coup, en un mois, j'ai eu 4 propositions différentes et entre autres ce projet pour Oxwork où c'était un business angel qui avait racheté un site internet, donc Oxwork, qui a été créé en 2014 par deux D'accord. Bordelais et ils ont été obligés de céder pour des soucis de santé. Et donc, quand ils ont cédé, bah, il y avait une opportunité pour ce business angel. Alors, je résume, hein, concrètement, il m'a dit, moi, je maîtrise pas le web, par contre, j'y crois. Donc, je m'occupe de tout sauf du web. Donc, est-ce que vous pouvez vous occuper du web? Et donc, il s'avère qu'on s'était déjà rencontrés sur notre projet. Et je lui dis, bah, écoutez, moi, c'est mon métier, je vais vous faire une prestation. Quand il fait, je pense que vous n'avez pas compris, on va internaliser. D'accord. Donc, je suis rentré de l'autre côté, c'est-à-dire, moi, je passais mon temps à conseiller les e-commerçants, entre autres, hein, j'avais des clients e-commerçants ou des clients classiques. Je passais mon temps à leur conseiller en disant, faut faire comme ça, machin, etc. Je faisais du suivi, du coaching. Je comprenais pas qu'ils étaient assez lents, ils faisaient pas toujours ce que je faisais. Et quand je suis passé de l'autre côté, bah, j'ai compris que bah, s'ils pouvaient faire que du marketing, c'était génial, mais ils avaient pas mal de choses à gérer et donc c'était assez compliqué, quoi. J'ai vécu un démarrage difficile parce que effectivement c'était les débuts d'Oxford, c'était petit en 2014. Le chiffre d'affaires qu'on faisait entre 2014 et 2019 a fait x25. Donc D'accord. Ouais. ce qu'on faisait en une année, on le faisait en 15 jours. Donc ça fait toujours rêver, les gens ont dit c'est génial, hyper croissance, on a été classés dans les champions de la croissance, les échos, 33e, 1000%, etc. Mais je suis passé très rapidement de 2004, 2015 à 2019 à directeur général parce qu'on a dit, bon, à un moment, tu recrutes, tu organises. J'ai dès le départ en disant, moi, le SAV, je veux pas gérer. Donc, j'apprécie les clients chez Oxwork. Le service, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bon pour que le service client soit pas sollicité. Si on commence comme ça fonctionne bien. Mais moi, je suis créatif et, enfin, moi, je m'impose quand je dis ça, mais vraiment, ma force, c'est ma créativité. Et donc, je veux utiliser ma créativité et pas que mon cerveau soit pris par pas mal de petites tâches. Donc, j'ai eu plusieurs profils, dont, s'il écoute, très bon profil, Nicolas qui est arrivé, donc il a géré l'exploitation et on faisait un très bon binôme au début, puisque lui gérait les tracas quotidiens. Il développait aussi l'activité, il faisait aussi du commercial. On était plusieurs, on avait quasiment huit casquettes à deux, hein. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme les cellules, on redécoupe.
Et là, tu as 4 casquettes, ça peut pas aller, quoi. Donc, on redécoupe, voilà. Et depuis, bah, c'est ce que j'ai découvert en management, hein. Que ce soit maintenant ou à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver les goulots d'étranglement dans une entreprise. Un peu comme quand tu es en cordée à la montagne, il y a toujours quelqu'un qui va moins vite. Donc, comment faire avancer tout ça en même temps pour que, bah, que tout le groupe avance en même temps, quoi. Voilà, mon résumé. Donc, 2019, DG, je crois qu'on était 8, mais après, on a augmenté l'équipe parce que on avait jusqu'au Covid, hein, on avait que des chiffres très sympas, croissance au moins 2 chiffres. Et donc, moi, je voyais les problématiques, c'est que par la suite, si je voulais avancer, il fallait que j'ai plus Structuration? ouais, de structuration et puis de gens pour, comme je dis toujours, il y a au moins 10 métiers chez Oxwork, hein, c'est à peu près comme il doigt de la main. Je maîtrise un peu les sujets, quoi. Mais à vrai dire, je peux pas aller en profondeur. Donc, quand on a quelqu'un qui est dédié à ça, c'est du bonheur parce qu'il va vraiment aller en profondeur d'un sujet, il va se dédier là-dessus et c'est comme ça que la société avance, quoi. Par rapport à votre métier, est-ce qu'il y a eu des profils qui ont été des recrutements qui ont changé la donne et qui justement t'ont permis de passer à un cap? Ah bah le recrutement, j'ai énormément appris. D'ailleurs, même maintenant, quand on recrute un alternant, il est assez surpris ça se fait pas en une semaine, quoi, parce que pour différents sujets. Donc, euh, on a une subtilité quand même. Nous, on se bat par rapport à un marché français, voire européen, et on est à Corbie, près d'Amiens, c'est-à-dire que c'est très agréable et c'est très bucolique. C'est juste que des A-players, il y en a pas sur Amiens, quoi. Voilà, donc sans critique aucune, les bons sont quand même dans les grandes villes, et soit on les a en full remote, et bon, une boîte qui fonctionne sur le full remote, j'y crois à moitié, quoi. Donc autant du télétravail, c'est bien, mais il faut quand même du présentiel pour qu'on travaille en commun, qu'il y ait de la créativité et qu'il y ait je sais pas combien. C'est comme il faut pour que la mayonnaise elle prenne, quoi. C'est-à-dire que les équipes vont ensemble. Donc pour répondre à ta question, ça n'a pas été simple de recruter. On a eu des gens qui les problématiques quand tu es petit, que tu grossis, c'est que bah, du coup, l'idée c'est de faire grandir les personnes qui sont internes, et c'est pas toujours simple, quoi. Donc, deux aspects, soit il y a des gens qui sont suffisamment autonomes et qui vont très loin eux-mêmes, auto-formation, ils apprennent par eux-mêmes, ils devraient être des vrais spécialistes. On a quelqu'un en interne qui est spécialiste en Magento, ça court pas les rues. C'est souvent une agence externe, mais on a rarement un spécialiste Magento. Donc, il n'était pas spécialiste Magento quand il est arrivé, mais il est spécialiste Magento. Et après, ce que j'appelle un petit peu la Oxford Academy, sans critique aucune sur les formations qui sont faites et sur les gens qui sont chez nous, mais sur la partie digitale, je trouve que ils apprennent énormément chez nous, hein. Quand je dis ça, encore une fois, c'est pas une critique sur les écoles, mais on est assez pointu, on internalise beaucoup de choses, ce qui fait que je suis régulièrement sollicité par des agences en disant je suis l'agence. Quand je dis je suis, pas David Sevin, mais on a une agence interne, on a des spécialistes en SEO, on a des spécialistes en UX, tout le site a été fait nous-mêmes, donc c'est pas forcément le plus beau site pas forcément le plus beau site du monde. Mais sur Capital, sur le dernier classement Capital, on est classé depuis la 4e année dans la catégorie mode et accessoires, catégorie spécialiste. On est numéro 1 face à des gens qui font 3 à 6 fois notre chiffre d'affaires et qui ont plus de personnes que nous, quoi. Et donc plus de moyens. Donc voilà, je trouve qu'on s'en sort avec nos petits moyens à la campagne. Voilà. Qu'est-ce qui justement a été le plus dur pour toi dans le passage d'un employé, je ne veux pas dire lambda, mais d'un employé qui portait le projet à un rôle de directeur général? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi à appréhender? La patience, parce que j'ai pas beaucoup de patience, et donc mes équipes vont pas aussi vite que mon cerveau, malheureusement. Moi, je suis toujours au next step, hein. Je pense que dans un chef d'entreprise, il y en a trois. Tu as le visionnaire, le commercial et le gestionnaire. Donc c'est rare d'avoir les trois en même temps. Visionnaire, ça peut paraître assez présomptueux, mais j'ai toujours, je suis toujours obligé de planifier des choses en me disant bon là, je peux pas
partir sur l'étape 3 parce que déjà, on n'a pas encore sorti l'étape 1, quoi. Donc, c'est d'avoir de la patience, d'avoir de l'écoute, parce que parfois, enfin, la patience, de l'indulgence, enfin, je dirais que c'est presque paternaliste. C'est parfois ça peut être à double escient. Quand on est trop paternaliste, et ben, à vrai dire, on secoue pas forcément les équipes. Mais de l'autre côté, faut être à la fois bienveillant et avoir des objectifs ambitieux, quoi, et emmener l'équipe là-dessus, quoi. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris, hein. Les gens m'ont connu, où on a eu des moments de friction, des moments difficiles, on s'entendait pas forcément, et puis maintenant, je pense qu'on a une relation de confiance, et je suis aussi, je mets l'eau dans mon vin, hein. Je lui dis, cette semaine, par exemple, je suis très à cheval sur ces chiffres-là. Je vais venir te solliciter régulièrement, je te le dis, quoi. Tout ça, la personne comprend pas. Mais pourquoi il est tendu là-dessus, il me sollicite régulièrement. Ben voilà, là, si tel KPI sont pas suivis, je vais pas m'énerver, mais je vais te relancer régulièrement. Donc, il faut que tu sois autonome, tu comprennes mon enjeu à moi, et donc du coup, ça devient ton enjeu à toi, quoi. Comment tu t'es fait accompagner peut-être pour progresser sur ce point-là ou c'est parce que avec du pair learning, en allant voir d'autres personnes que tu as appris? Non, j'échange. Alors, je suis pas mal sur pas mal d'événements pour à la fois pour me faire challenger par des prestataires. Donc du coup, ça va pas gérer la partie RH, hein. Mais aussi, effectivement, parfois, je peux écouter d'autres personnes, mais je sais pas. Je sais pas comment expliquer le truc. Je me remets en cause très souvent. D'accord? Alors, remettre en cause, parfois, ça peut être mal vu en disant, il change de stratégie tous les jours. C'est pas ça. Je me remets en cause en me disant, je suis, alors ça, c'est même pas perfectionniste parce que j'ai beaucoup d'indulgence, et parfois ce que peut faire mon équipe, c'est pas forcément fait comme je veux, mais parfois c'est mieux fait que moi parce qu'ils vont jusqu'au bout, et en plus c'est fait. Donc ça, j'ai appris beaucoup à déléguer, et je suis tout seul, hein. Euh, j'ai déjà eu des présidents, des actionnaires, mais c'est pas des gens qui sont opérationnels. Ils sont pas du tout là pour t'épauler sur recrutement, mais aussi se séparer de personnes. Donc j'apprends par moi-même, quoi. Je sais pas, c'est vraiment mon style de vie, quoi. Je, je suis sans arrêt sur une journée où je progresse pas. C'est C'est pas pas une une journée journée intéressante. intéressante. C'est pas une journée intéressante pour moi. Mais même, du coup, tu vas dire, bah, quand t'es en vacances, tu te détends pas. Mais en vacances, c'est une nouvelle expérience. Enfin, une nouvelle expérience, ou des choses que j'apprends, ou des nouvelles. Enfin, je suis vraiment dans l'expérience. Et donc, apprendre, c'est pour moi une très belle expérience, quoi. Je sais pas quoi te répondre, mais je suis Non, autodidacte. mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment tu en es arrivé là et comprendre le parcours que tu as eu. Et du coup, en fait, en 2010, en 2022, tu as repris Oxworks. Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette envie de reprendre à 100% la destinée d'Oxworks? Donc, il y a eu plusieurs aspects. En 2019, moi, je me rendais compte qu'il y avait un plafond de verre. Donc, on n'était plus habitué. On était habitué à 100% de la progression, 77, 30%, qui reste de très bons chiffres. Mais je sentais que j'avais un plafond de verre. Et je me dis, il faut d'autres moyens. Et j'ai convaincu le business angel qu'on ouvre le capital, voire on cède le capital, quoi. Donc là, j'ai appris un nouveau métier, le métier, donc pas de levée de fonds, mais enfin, d'aller chercher des fonds, quoi. Donc private equity, banque privée, business angel. Je crois que j'ai une base de 220 contacts. D'accord? Donc je dis 220 parce que va y avoir de 2019 à 2022, et après de 2022 à 2024. On va y venir après, quoi. Et donc j'ai appris tout ça, exécutif summary, business plan, PNL. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, et donc en 2022, on avait un mariage qui allait se faire, sauf qu'il y a eu la guerre en Ukraine, et donc on se projetait avec un groupe pour une reprise de la société. Et la guerre en Ukraine nous a un peu calmés. Donc, du coup, en juillet, donc la guerre en Ukraine, c'était en février 2022, de mémoire. Donc, du coup, en juillet, pendant mes vacances, on est allé revoir le groupe pour dire, écoutez, c'est vrai que c'est pas.
l'Ukraine maintenant, on vit avec, hein, Oui, c'est le quotidien malheureusement. c'est malheureusement notre quotidien. C'est malheureux de dire ça, mais c'est aux portes de l'Europe, mais c'est notre quotidien. Et donc, du coup, tout avance, quoi. Et donc, du coup, on a repris les négociations. Donc là, ça a été plus sérieux, due diligence. Et à l'issue, je la fais courte, mais du coup, le groupe n'avait plus envie. Et donc là, le business angel dit, bon, ben, on est un peu dans le... Il y a pas mal de prospection qui a été faite. En 2022, ça a été aussi un virage. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. Les banques finançaient pas. Donc, tu voulais investir en IMO. Moi, autant de 2007 à 2022, j'y allais. Même ma femme était au chômage, on finançait. Tout était ouvert. Et 2022, là, ils avaient une liste C'est des taux et d'objections et c'était compliqué. Enfin, on l'a vu même sur des startups. Un Oxford qui n'est pas une startup, mais des startups qui avaient parfois, je dirais, un PowerPoint et des projections arrivaient à lever. Et là, nous, on avait de l'historique. Effectivement, on avait moins de traction, mais ça passait pas, quoi. Donc, du coup, on s'est retrouvé pas d'ouverture de sortie. Et donc là, l'actionnaire à ce moment-là me dit, écoutez, moi, j'ai une très grosse progression sur mes activités à côté, je peux plus tout mener, quoi. Donc, je voudrais me séparer d'Oxford et me recentrer sur mes activités historiques, quoi. Donc moi, j'ai vu une fenêtre de tir. Oxford, c'est mon bébé, et donc j'ai décidé de reprendre la société pour essayer de la faire continuer, quoi. tu t'es fait accompagner sur justement la négociation avec lui ou tu as tout mené de front encore tout seul? Alors là, non, j'ai eu mon joker. Donc s'il écoute, j'ai tellement passé de temps avec des gens dans la levée de fonds et aussi des avocats que un avocat qui m'accompagnait gratuitement depuis un certain temps, je lui ai dit, bah là, faut faire une LOI. Donc maintenant que ChatGPT, on peut faire des LOI, mais bon, c'est comme monter sa holding, hein. On peut tout faire avec ChatGPT, mais il suffit qu'il y ait une ligne qui soit mal remplie et puis on s'en sort pas. Et donc là, effectivement, je me suis fait accompagner, quoi. Ça a été intéressant parce que une reprise, il peut y avoir des petits points de friction. Et bah là, l'avocat, il fait son job, quoi. Enfin, je l'ai vécu plusieurs fois maintenant avec des avocats. Celui qui le paye, il le défend. Oui, Même d'accord. s'il a tort. Même s'il a tort, il a raison. Il est vraiment là pour défendre son client. Et donc, du coup, quand il faut faire les choses pas agréables, c'est lui qui va prendre la main. Il dit, t'inquiète pas, toi, t'es le gentil, moi, je vais être le méchant. Voilà, donc, oui, il m'a accompagné. Et donc, ça m'a rassuré. Et puis après, c'est aussi un projet de vie. C'est-à-dire que, bon, je décide pas tout seul, je suis marié. Et autant que je suis beaucoup dans l'action et plutôt mode entrepreneur, ma femme est plutôt dans la réserve et dans la prudence. Et donc, du coup, ça l'a rassuré en disant, bon, il y a David qui a l'air motivé là, mais j'ai besoin d'un quelqu'un qui va me rassurer sur certains points. Et voilà, il était complètement pragmatique. Enfin, je veux dire, en expliquant bien les deux aspects, quoi. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, c'est une décision que vous avez prise à 2 ou c'est une décision que tu as prise tout seul au final? Et comment tu as embarqué justement ta femme dans cette décision-là? Euh, on va le résumer autrement. Mon... J'avais pas forcément, comment dire, de caution personnelle ou d'hypothèque, etc. Donc du coup, il n'y avait pas de risque forcément de mettre en difficulté mon patrimoine personnel. Donc ça, c'était le premier aspect. Et une phrase toute simple qui a résumé la situation. Mon avocat m'a dit, dans le pire des cas, tu vas perdre du temps, tu peux te planter. Principe d'une entreprise, hein, quand tu achètes à la bourse, dans le pire des cas, tu vas te planter. Et dans le meilleur des cas, bah, peut-être que tu peux la faire fructifier, un jour tu la revends, et voilà, quoi. Donc c'est le principe des reprises d'entreprise, quoi. Donc voilà, on s'est dit, bon, moi c'était le plus gros projet que j'ai fait, hein, mais sur tous les projets où ça peut être un achat d'un bien ou d'autres projets, chaque fois je me dis, je me plante, qu'est-ce que je risque? Tu vois, t'achètes un bien immobilier, il se loue mal. Bon, bah, tu le revends, tu perds des plumes, tu perds des frais de notaire. Enfin, je vois, c'est le même principe, quoi. Donc, on est parti comme ça. Après, enfin,
c'est pas ma première expérience j'ai lancé des micros, d'autres projets, etc. Et puis, comme me dit ma femme, t'es comme un chat, tu retournes toujours sur tes pattes. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai déjà vécu pas mal de situations Oui, compliquées. pas. Et tout compte fait, je m'en sors. Enfin, quand je dis je m'en sors, je mords pas. Voilà, ah, comment? On rebondit. Exactement, oui, 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 oui. Moi, je vois toujours, ou parfois, je sais pas, avant, je pensais que c'était la chance, mais à vrai dire, c'est un mindset. C'est-à-dire, moi, je me dis, dans mon malheur, j'ai de la chance. Je sais pas comment expliquer. Un accident de voiture, ouais, bah, tout compte fait, j'ai abîmé de la tôle, mais Rien j'ai eu de la d'autre. chance. J'ai eu le bon réflexe à bon moment, j'ai eu les bons gestes réflexes, et puis je me suis sorti du problème. Voilà, donc bah, j'ai cette mentalité-là, voilà. Et puis non, je me suis plus fait accompagner, pour être honnête, quand c'était repris, parce que je suis anxieux de nature et j'avais plus besoin de me bah, du coup, hein, que j'écoute beaucoup de podcasts. Les dirigeants qui ont des grands groupes te disent, voilà, tu vois la responsabilité que tu as par rapport à la qualité de tes nuits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, ouais. Je dors pas, donc je vois très bien. Voilà. Donc moi, je dors très bien maintenant. Donc, mais même j'ai appris à mieux dormir et donc j'ai dit, voilà, moi ça fait partie. Je pense qu'on est des athlètes du quotidien. Donc ma santé, je l'ai mis en avant et donc je me suis dit, bon, de toute façon, si t'as plus la santé ou si t'es en burn-out ou si t'as plus les bonnes décisions, tu prends pas les bonnes décisions, quoi. Et donc du coup, c'est encore pire. Tu pars dans une cercle infernale, quoi. Donc j'ai eu 3 accompagnements où sans, je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, j'étais à l'aise. Donc j'ai pris un mentor, quelqu'un qui a vécu une liquidation d'entreprise. Donc le projet d'Oxford, c'était pas d'être liquidé, mais tu dis, parfois les gens ils disent, je vais prendre celui qui a réussi. Mais moi, j'ai pris celui qui a vécu une situation difficile et la liquidation, l'arrêt d'une entreprise, ça fait partie malheureusement des hauts et des bas d'une entreprise ou d'un dirigeant. Et il a rebondi en me disant, voilà, je lui ai accompagné. Ce que je veux, c'est pas faire d'erreur. Parce que avant, j'avais pas trop à me poser la question. J'étais salarié, je faisais avancer la boîte. Et j'avais quelqu'un qui me disait, attention, on peut plus y aller, les garde-fous, quoi. Là, tu es tout seul et il y a que toi qui décides, quoi. Et il peut y avoir éventuellement le comptable qui te fait signe, attention, ça va pas aller. Mais en gros, je m'étais fait un compagnon, donc un mentor pour expliquer un petit peu la situation. J'avais aussi à un moment une coach. Donc là, le coach était plus pour me projeter à quelques mois sur comment je voyais mon projet de vie perso et pro. Et j'ai pris un moment de l'hypnothérapie pour. Alors, l'hypnothérapie, c'était plus de la sophrologie que l'hypnothérapie. Et maintenant, je suis capable de faire de l'auto-hypnose, de la visualisation. Et j'ai appris qu'à vrai dire, bah, tout ce que tu dis au subconscient, bah, lui, il le prend pour monnaie courante. Et donc, si vraiment tu dis, bon, bah voilà, je me vois là avec mon équipe où je me projette, ben, c'est pas l'autoproclamation pour se faire plaisir. Ça permet quand même de dire, n'oublie pas ton objectif final et avancer. Tu vois, sur les 3 accompagnements, il y a eu la partie effectivement juridique, sociale, société. Donc ça, ok. Mais après, c'est passé. T'as les clés de la société. Faut gérer. Et après, il y a eu plus plutôt sur le mindset du dirigeant, quoi. Donc voilà, donc c'est un accompagnement qui m'a permis de me rassurer parce qu'à un moment, ils m'ont dit, bon, bah écoute, sur le quotidien, maintenant, malheureusement, on peut pas t'accompagner, quoi. Ou alors tu as un associé, mais là, j'avais pas d'associé, quoi. Donc et c'était pas forcément le choix, quoi. Voilà. Et du coup, quand tu as vécu cette phase donc, où vous étiez tout seul, parce que bon, maintenant, on va venir sur le fait que vous vous êtes adossé à un grand groupe. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir sur le fait que l'adossement à un grand groupe était la meilleure solution pour assurer la pérennité d'Oxworks? Déjà, on avait plus de fragilité alors, au niveau de la reprise. Il y avait un virage en 2022, hein. Il y a eu, moi, j'ai vécu je dirais en 2024 des discussions avec des dirigeants, parce qu'à un moment, je commence à avoir des pairs, PAIR, des gens qui ne sont pas forcément des concurrents. Et je sentais que quand on s'appelait, on avait pas mal de fragilité, quoi. Le marché devenait de plus en plus compliqué. Là, je prends des exemples hein, dernièrement. Donc, l'e-commerce, pour moi, est toujours un métier d'avenir, mais sur l'e-commerce plutôt B2C,
c'est pas ce qu'on recherche chez Oxford, hein. Nous, on verra après sur la stratégie, on a recruté des gens pour travailler sur la partie B2B, sur des devis, sur des grands comptes. Ah, les gens, ils sont contents d'aller retrouver les magasins, de retrouver les bonnes affaires dans un magasin. Et ça, swiper ou passer son temps dans les soirées à regarder des produits en e-commerce, ça fait moins rêver, quoi. Autant Ouais, c'était pratique avant et les gens perdent un petit peu ça. Le marché du bâtiment, je l'ai vécu en 2022 puisqu'à titre perso, j'ai du mal à financer une résidence principale parce que les banques, elles freinaient. ouais, Les banques freinent, tout s'arrête, hein. Le marché du neuf dans le bâtiment ralentit. Alors que les projets se finissent, mais les nouveaux ne se créent pas. Quand tu déménages plus, bah, les gens ont du mal à acheter parce que les taux augmentent et ils attendent que les taux baissent, hein. Les taux qu'on a connus, moi je les ai connus en 2000. Ça m'a pas choqué, c'est au taux que j'ai. Mais quand tu as connu 0,90, tu dis bon, on sait jamais, ça pourrait revenir. Et pendant ce temps-là, t'achètes pas, quoi. Les champs changent pas, donc pas de rénovation. Pas de rénovation, ça touche le BTP. On est aussi dans la restauration, 41,6% dans le CHR se sont cassés la figure ou ont été repris. Enfin, augmentation des produits alimentaires. C'est des métiers qui font plus rêver. Maintenant, les gens veulent plus bosser le week-end. Enfin, voilà, quand un marché glisse, ah ben nous, on glisse, quoi. On n'est plus prioritaire, quoi. Voilà, sur le sujet. Donc le marché était difficile en e-commerce, le marché était difficile en EPI. Et donc, voilà. Mais malgré tout, sur des grands groupes, eux, ce sont des nouveaux marchés où l'outillage, par exemple, la quincaillerie est ultra bataillé, mais monte tout de même, quoi. Après, depuis le Covid, donc je pense que je pose ta question, j'ai déjà la réponse. Un masque FFP2, tu savais pas ce que c'était, quoi. on Depuis le est Covid, d'accord. maintenant, tu sais ce que c'est. Ben, du coup, des gens ont dit, oh, dis donc, il y a un marché qu'on négligeait un petit peu, c'est tout ce qui est équipement de protection individuelle, on va s'y mettre, quoi. Voilà. Donc, plus de concurrents, marché plus compliqué, et donc, ben, faut tenir la barre dans la tourmente. Et donc là, sachant que les enjeux deviennent de plus en plus élevés, c'est ce qu'on évoquait avant qu'on démarre l'interview, mais on est face à Amazon qui a de l'exhaustivité et qui a un service logistique, enfin, que tout le monde reconnaît, hein, c'est voilà. T'achètes chez Amazon, moi, j'ai pas de plaisir forcément à leur donner des commissions, mais en tant que client, bah, je me dis quand il y a un problème, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai des exemples encore concrètement où j'ai une qualité de service en SAV même supérieure à un magasin, quoi. Ils reprennent des produits où je leur dis écoutez, ça fait 1 an et demi que je l'ai, là, il a lâché. Te reprennent et ils te remboursent 650 € sans problème. Après, ça va être le problème de la marque, hein, derrière, qui va se retrouver avec enfin, du SAV énorme. Mais voilà, donc face à ça, ben, je donne toujours l'exemple à mon équipe, hein. T'achètes sur Amazon, tu as une mauvaise expérience, Amazon va résoudre le problème. Et demain, tu achèteras plus sur le marchand ou le produit où tu as eu une mauvaise expérience. T'es d'accord? Par contre, tu D'accord. n'achèteras sur Amazon. Parce Mmh. qu'un jour, tu achètes du complément alimentaire, un jour, tu achètes un pèse-personne, un jour, tu achètes un vélo, un jour, tu achètes des fringues, tu achètes un marteau, enfin, voilà. Chez Oxwork, s'il y a une mauvaise expérience une fois, Tu viens plus pas de chez bol, Oxford, quoi. le transporteur a perdu le colis, il n'a pas livré dans la bonne boîte aux lettres. Nous, on est un ensemble, hein, c'est-à-dire tant que le client l'a pas reçu, il n'a pas déballé, qu'il n'a pas enfilé, c'est la faute d'Oxwork. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Donc, c'est un marché qui est pas simple. On a des bons avis, on cherche avis sur Oxwork. On ne glisse pas à la deuxième page de Google. On peut avoir des couacs, mais on s'en sort bien. Mais concrètement, c'est un marché qui est compliqué par rapport au niveau de satisfaction des places des marchés, quoi. Et du coup, où ça t'a poussé dans les bras d'un groupe ou c'est un groupe qui est venu vers toi? À vrai dire, en 2022, j'avais deux groupes potentiels. Donc, je suis allé sur le groupe 1. Le groupe 2 m'a dit, là, je suis en train d'avaler une grosse société, je peux pas tout faire. Ouais, Donc, c'est pas le sujet du moment. Et donc, du coup, j'ai eu un tilt en 2024 parce que j'étais sur un projet de reprise avec quelqu'un on va dire qu'on était en lune de miel, quoi. Mais la réalité, je sentais que
ça allait être une lune de miel, mais pas pour mes salariés, quoi. Et je l'ai vécu avec d'autres personnes qui sont venues nous voir, hein. J'ai écouté, c'était très sympa. Et quand ils ont racheté la boîte, ils ont dit, vous inquiétez pas, on délocalise pas. Et ils ont délocalisé tout le monde, quoi. Ils ont dit aux gens, bah, écoutez, nous, maintenant c'est là-bas. Vous venez pas, quoi. Bon, quand tu es à 100 kilomètres, ça peut se faire. Parfois, 500, 600 kilomètres, ça C'est plus déracine compliqué. les gens, quoi. Donc, ça a été. De toute façon, j'enverrai le lien sur le podcast et l'écoutera, mais pour moi, c'est une aventure humaine, quoi. Je me suis projeté avec la personne avec qui j'allais reprendre, quoi. Et puis, on souhaite faire le chemin ensemble, sachant qu'actuellement, je suis plus président, donc je suis comme mes salariés. À un moment, on peut mettre fin à la collaboration, mais on n'a pas un projet sur 2 ans, quoi. On a un projet long terme et on a, c'est peut être prétentieux sur le terme, on veut vraiment devenir l'Amazon de le pays avec une exhaustivité de marques, de produits et puis avoir un service qui va bien. Là, le groupe Cetin qui nous a repris ont un entrepôt de 38 000 mètres carrés qui n'a pas que des EPI. Ils ont 38 000 mètres carrés d'entrepôt. Tu commandes jusqu'à 18 h, tu es livré le lendemain. Donc c'est une logistique hyper rodée. Oui, honnêtement, ils ont, par rapport à un Amazon, Amazon était la référence. Moi, j'ai déjà visité Amazon, j'ai déjà visité les entrepôts de Mano Mano. Ouais. Ils sont au caddie et ils remplissent un caddie, puis après, ils en les commandent. Ce qu'on fait chez Oxfork actuellement, et ça se passe bien, ça suffit. Sauf que nous, à partir de 14 h, enfin, fin de matinée, c'est le produit en stock, on peut l'expédier le jour même. Par contre, si c'est à 18 h, c'est pas possible. Donc, on n'a pas cette capacité. Là, chez eux, c'est beaucoup industrialisé, quoi. J'ai l'impression que je visite une usine industrielle plutôt qu'un entrepôt logistique. Donc, autant il y a une partie qui arrive de tout lieu, de tout format, de toute forme, puisqu'ils peuvent vendre une vis en menuiserie et la porte. Voilà, donc c'est quand même un métier plus compliqué qu'Oxwork où nous, c'est pas plus de 60 par 60, hein, c'est une paire de bottes maximum, donc des produits assez simples. Donc ils sont capables de faire du grand format et aussi de la visserie, quoi. Donc, et ça, et quand on voit comment ça part et ça emballe, c'est vraiment industriel, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de regarder une usine qui fabrique des journaux. Alors que chez Amazon, ça va vite, effectivement, mais c'est beaucoup de mains, hein, beaucoup de mains. Et donc, du coup, les mains, tu peux pas les accélérer aussi rapidement que les autostores ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, en fait, tu disais que le projet, il n'était pas sur 2 années, il était sur beaucoup plus. Comment vous avez pris le temps d'écrire ce projet pour savoir où vous projetiez et qu'est-ce qui a été les grands, on va dire, les grands moments de décision de ce projet-là? Bah, là où s'est projeté Eric, le président de CS et donc du groupe Cetin, c'est que ils ont un site e-commerce. Et donc, je vais te répondre sur le contexte chez eux, le contexte chez nous. Ils ont un site e-commerce, mais ce qu'on appelle plutôt chez moi un site de e-procurement, c'est-à-dire que pour acheter dessus, il faut créer un compte, mais le compte est vérifié par un commercial, il y a une visite, enfin bref, c'est pas un funnel, voilà. Nous, on est quasiment en mode invité, on est carrément à l'extrême. C'est-à-dire que les gens rentrent chez nous, on va pas se poser la question qui ils sont, ils passent la commande et après, on va essayer de les qualifier. Donc, on a vraiment, c'était pas flagrant avant qu'on le fasse, mais maintenant c'est flagrant. On n'a vraiment pas le mode de fonctionnement pareil. Et donc, on est encore dans un mode startup et agile dans le sens où on garde on est un électron libre, on nous laisse fonctionner. Donc après, les chiffres sont là, ils tombent tous les jours, hein. J'ai 16 rapports qui tombent tous les matins et certains qui sont envoyés automatiquement à Eric tous les lundis, donc pour voir où on va. Mais concrètement, on nous laisse comme électron libre parce qu'on fonctionne pas de la même façon et on a besoin d'être agile, etc., quoi. Ce qui est un peu plus lourd pour eux, quoi. Et après, c'est pas un reproche, hein. 1100 collaborateurs, ça bouge pas si vite que chez nous, quoi. Donc Les voilà. 1100 collaborateurs les 1100 collaborateurs sont tous en France? Ah, je te parle d'une boîte française, hein. C'est une boîte qui est vraiment franco-française, quoi. Pour moi, à ma connaissance, ils font très rarement de l'export, alors que nous, l'export, ça reste embryonnaire à l'échelle d'Oxford, mais au mois de novembre l'année dernière, quelqu'un, nous, au téléphone en interne, a vendu 2500 paires de chaussures à un Italien pour une livraison en Allemagne.
Ça les D'accord. surprend. Tu vois, ça les surprend. Parce que du coup, voilà, il y a pas de relation physique. J'étais aussi stressé parce que je me suis dit, bon, on va demander un paiement comptant, hein. J'avais l'argent sur le compte, donc j'ai dit, bon, bah, je plus d'objection, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des records chez Oxwork, hein, c'est pas le quotidien. On vend on est à peu près comme chez Cétain, on vend quelques articles par commande, quoi. Mais voilà, donc on a vraiment un mode de fonctionnement différent. De plus en plus, on est tourné vers l'IA, data scientist. Ah, je trouve que c'est pas le marché du retail classique. Je ne saurais pas gérer. Je ne saurais pas gérer un magasin. J'aurais peut-être du Eux, mal à gérer des commerciaux sur les terrains. eux, savent bien le gérer. Donc, du coup, il y a une vraie complémentarité. Oui. Comment tu te projettes, du coup, du fait que tes fonctions aient changé, que ton aventure ait changé? Est-ce que ça a été quelque chose sur lequel tu as eu des difficultés, que tu as eu du mal à appréhender ou pas? Alors j'ai eu du mal à un moment de me dire, il faut peut-être que je m'adosse à un groupe. Ça veut dire que je vais peut-être. Et si tu veux, pour faire court aussi, quand c'est un groupe familial, hein, c'est pas spécifique à cet art. Je l'ai vécu. Chaque fois que j'ai vu des groupes, les groupes familiaux, il y a pas, je te laisse des parts. Ça rentre dans le patrimoine de la famille et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Et pour moi, un chef d'entreprise, c'est une équation, c'est-à-dire que si l'équation, c'est que je perde complètement les parts et qu'à un moment, bah, je sois dépossédé, mais que du coup, l'aventure Oxford puisse continuer à aller encore plus loin que ce que je pourrais faire, bah, ça faisait partie de l'équation. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Je suis passé par cette étape en me disant, bon, bah là, quand je prends tous les scénarios, il n'y en a plus qu'un, quoi. C'est une session complète, quoi. Donc, ce qui est différent d'une levée de fonds où tu dilues Ouais, et ou d'une enfin, est-ce que dans toutes ces phases que tu as vécues, il y en a une qui t'a le plus marqué ou il y a quelque chose sur lequel tu te dis, ben, en fait, je m'attendais pas à vivre ça et je suis heureux de l'avoir vécu et de m'en être sorti. Plutôt, on va dire, une difficulté que tu as rencontrée et que tu as traversée et sur lequel tu as une fierté particulière de l'avoir traversée. j'ai pas forcément d'exemple. On a eu, quand j'ai repris, on est obligé de restructurer l'entreprise, donc je suis obligé de me séparer de collaborateurs. Donc ça, c'était très douloureux. Donc, pour ceux que j'ai pas pu garder, ils l'ont vécu très mal et ils sont. Ah, c'est comme un couple, hein, quand tout va bien, mais quand à un moment tu expliques, bah, tu peux pas garder tout le monde, sinon, bah, tout le monde va pas, la société, elle était encore plus en difficulté. Donc, moi, j'avais anticipé le ralentissement, quoi. Donc, du coup, j'ai été obligé de faire ça. Ça a été très douloureux. On a été fortement en tension. On a vécu un licenciement économique, donc on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, jeudi, on dit on se sépare de quelqu'un, vendredi, il est plus là. En France, c'est plus long, c'est pas proche, mais du coup, c'est une tension particulière. Euh, Ceux qui partent souffrent et ceux qui restent sont pas dans une ambiance géniale, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas simple, quoi. Là, actuellement, enfin, je touche du bois, on est en train de refaire des entretiens avec les salariés où je ne suis pas là juste avant l'entretien. Et je suis clair au niveau de l'équipe, je lui dis, dites-moi ce qui va pas, ça m'intéresse, quoi. Est-ce que quand je vois des chiffres sur LinkedIn que 44% des gens sont dépressifs ou sont pas bien dans leur boulot, moi ça me touche parce que je me dis, je j'ai pas l'impression que c'est comme ça dans mon équipe, c'est plus comme ça dans mon équipe, et donc voilà. Donc ça a été compliqué parce que bah, tu fais plein d'équations et j'ai fait pas mal d'équations en me disant, bah voilà, j'ai différentes solutions et comme je dis toujours, hein, à mon équipe, il n'y a pas de décisions qui sont bonnes à 100%. T'en as une qui est à 60-40, 51-49, mais enfin, pour moi, toutes les décisions sont comme ça, hein, et j'en ai pas une, il n'y a même pas d'ambiguïté, c'est la meilleure. Non, chaque, ça peut être parfois 70-30, mais je veux dire, voilà. Donc là, c'était un choix difficile, mais si j'ai pas fait ça, on serait pas en train de parler là. Je ferais autre chose chez Oxford.
Et quel est du coup le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ton parcours d'entrepreneur et de dirigeant? Je j'ai pas forcément d'idée. Moi, j'ai plus. Je vais te répondre par deux réponses. Donc, des choses qui m'ont changé de mindset, c'est par rapport à des livres que je lis. Un livre qui a changé ma vie, c'est La semaine de 4 heures de Timothy Ouais, Ferriss. ouais, Donc, du coup, la semaine de 4 heures, tu te dis, ben, c'est vraiment le mec qui fait rien. Mais à vrai dire, quand tu te dis que t'as que 4 heures pour faire tourner la boîte, tu repenses tes priorités. Méthode GTD, Kettin Fixon. Moi, je suis vraiment, du coup, voilà, sur une autre réponse que, par contre, m'a apporté un mentor. Il m'a dit, il y a le faire, le faire faire et le laisser faire. Donc, le faire, c'est qu'à un moment, quand tu dois te séparer de certaines personnes, il n'y a que toi qui peux le faire. Le faire faire, c'est déléguer. Et les deux étapes que je viens de dire, là, ça paraît très simple, hein. Ce papier, c'est très simple. Et le laisser faire, c'est un moment, ben, laisser couler, laisser faire, ça peut porter comme du laxisme. Mais moi, je vois quand je suis en déplacement, je ne peux pas gérer la société, je suis à distance. Mon équipe m'attend pas pour fonctionner. Et puis, des moments, bah, à vrai dire, ça marche parfois mieux. Parce que moi, comme je suis impatient, je vais résoudre le problème tout de suite. Et si je résous le problème, bah, c'est moi qui le manage, quoi. Alors que c'est à eux de se gérer entre eux. Enfin, encore une fois, c'est pas que je sois à la plage et que eux soient en train de travailler. C'est que pouvoir me libérer du temps, parce que ce qu'on attend de moi, c'est pas de gérer le quotidien, c'est le next step. on est d'accord. Le next C'est step, c'est hyper important. tu fais du bateau, bon bah il y a des gens qui barrent la voile, quoi. Enfin, qui j'ai déjà fait du bateau, t'as un mec qui tient la barre, quoi. Ouais, il tient que la barre. Ah mais oui, mais selon le vent qu'on prend, on va se prendre une grosse tempête ou du froid, on n'aura pas de vent. S'il n'y a pas quelqu'un à un moment qui tient la barre, ben quand les problèmes arrivent, les problèmes s'accumulent. Tu t'en prends plein la tête. Voilà, donc pour moi, c'est ma vision, quoi. Donc, des moments, je me dis, non, ne le fais pas. Si quelqu'un peut le faire dans la société, il doit le faire. Et en plus, si tu le fais, tu les infantilises parce qu'ils disent, bon, bah, il n'a pas confiance en moi. Il le fait. Parce qu'il n'a pas confiance en moi. Donc, du coup, tu les rends plus autonomes. Et puis après, au fur et à mesure, tu leur donnes une possibilité de décision, disons, bah voilà, tu as ton KPI. Ton KPI, c'est ça. Et voilà. Donc, moi, sur les principes, après, j'ai pas de conseils à donner, mais les conseils quand même, donc je l'ai dit tout à l'heure, faire, laisser faire. Et aussi, on se voit une fois par semaine, impératif, pour faire un point où j'attends des retours, des performances, des KPI, c'est de comprendre, c'est to do, done, euh, euh, enfin, ce que t'as fait, ce que t'as à faire, ce que tu as réussi, les difficultés que tu rencontres. Une fois par semaine. Et du coup, pendant le reste de la semaine, ils sont autonomes et voilà. Donc, ils savent que la semaine d'après, s'ils m'ont dit je vais le faire, bah, faut que ça sorte, quoi. On est d'accord. On arrive au bout de cette interview. Il y a toujours un petit quiz improbable. Mais avant de passer dans ce quiz, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, je n'ai pas là de questions en tête. Ce que je dirais aujourd'hui, ce que je retiens, j'aime beaucoup cette conclusion que tu as eue, faire, faire, faire et laisser faire, qui est de ce que je vois chez beaucoup de dirigeants, souvent très oublié, et souvent le laisser faire est presque le plus oublié. Le faire et le faire faire, on l'intègre dans son rôle de dirigeant. Le laisser faire, c'est faire progresser, c'est la seule façon de laisser les équipes progresser. Et combien de dirigeants veulent trop contrôler et ne laissent pas leurs équipes prendre leur place. Donc moi, je pense que c'est une très très bonne conclusion à ce que tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours. Ah, Et mais j'y mets. moi, si je peux résumer, le meilleur plaisir, j'ai déjà mis sur LinkedIn, c'est je kiffe quand quelqu'un dans mon équipe fait mieux que moi. Mais ça semble, je sais pas, ça semble normal, mais moi, ils doivent être meilleurs que moi dans leur domaine, quoi. Et c'est vraiment que quand eux me disent, non, David, parce que moi j'ai analysé, j'ai fait des heatmaps là-dessus où j'ai vérifié sur les France tel truc, c'est ça qu'il faut faire. C'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que Macron, pour fonctionner, il n'est pas spécialiste, quoi. Il a des très bons spécialistes. Après, effectivement, faut qu'il appuie sur le bouton ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va prendre une Moyen en décision. tout, moyen en tout, bon à rien. Voilà.
Alors, on va passer dans le petit questionnaire, le petit quiz improbable. Donc, la règle, c'est qu'il y a plein de questions. Tu dois répondre à toutes sauf une où tu as un joker. L'idée, c'est d'apprendre à te mieux te connaître. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. T'en prends combien par jour? Comme je suis beaucoup, si on n'a pas encore compris dans l'analyse, j'ai une montre, j'ai une bague connectée. Maintenant, je fais plus attention à quel moment je les prends, que ça soit efficient. Parce qu'à vrai dire, quand on se réveille, on a un adénosine qui nous permet de nous réveiller. Ça existe depuis la nuit des temps. Et donc, ouais, je prends 2 ou 3 cafés, même, ou parfois un cappuccino, vraiment un truc un peu allongé, quoi. Mais T'es pas un gros consommateur. non, parce que j'ai vécu vraiment des très grosses séances de cortisol quand j'étais à la présidence d'Oxford. Donc, je dis pas qu'actuellement je suis plus détendu, mais maintenant j'ai pris du recul en me disant c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu, quoi. Donc, faut que ça reste un plaisir. Et là, le rythme que j'ai, c'est rare que j'ai un coup de barre après manger, que je prenne un café. Je suis même à un moment, j'ai trouvé un rythme où, à vrai dire, j'en ai même pas besoin parce que je suis auto-émulé au bon moment, je fais du sport le matin en me réveillant, enfin, je fais pas mal de choses qui me permettent d'éviter les excitants. Et en gros, je le prends comme un plaisir, quoi. Je suis même, chez moi, je suis au décaféiné. Psychologiquement, ça, on voit pas différence. Et au niveau goût, on voit pas différence. Parce qu'à vrai dire, c'est un peu comme une cigarette, quoi, tu vois. C'est le geste, quoi. Hmm. Du coup, si autre question, si Oxwork pouvait parler, quel serait son mot préféré? Donc après, ça va être le mot bateau qu'on entend partout dans toutes les entreprises, pour jouer un peu sur du, pas greenwashing, mais c'est bienveillance. Donc moi, ce qu'on essaie de faire en interne, c'est bienveillant avec les clients, puisque sans client, t'as plus de boîte. On est Mais on d'accord. fait des produits qui protègent, donc on est bienveillant sur les. On propose des solutions pour protéger nos travailleurs. 600 000 commandes depuis maintenant 11 ans. Je suis dans la bienveillance où avant c'était plus difficile pour moi. Parfois j'avais l'impression d'être déçu que les gens faisaient pas les bonnes tâches. Mais regarde, quand je regardais, j'avais pas compris qu'ils rencontraient une difficulté. Donc vraiment, je suis plus quelle difficulté tu rencontres plutôt que pourquoi c'est pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc le discours est pas le même. Enfin, je trouve que le mot bienveillance revient rapidement, quoi. Et après, c'est quelque chose qu'on a travaillé lors d'un séminaire, quoi. Donc on est tombé après sur ce sujet. On devait en garder qu'un. Mais je pense qu'à un moment, il en faut 2 ou 3, quoi. Et des choses qui doivent revenir fort chez nous, c'est l'agilité, quoi. Faut que, concrètement, moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un part de congé et revient, les choses ont changé. Il y a une nouvelle personne, les méthodes ont changé, ils sont mieux qu'avant, tu vois. Ça, j'adore. J'adore vraiment ce truc-là. Mais une boîte où tu reviens au bout de 15 jours, pas de changement, ça m'ennuie. Si tu pouvais embaucher un super-héros pour être co-CEO avec toi, qui choisirais-tu? Bah après, je j'ai pas d'associé, mais j'ai quand même donc, un président qui l'a repris, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, il a pas la même taille d'entreprise, hein. Il vit de difficultés. Mais si on revient sur le sujet visionnaire, commercial ou gestionnaire, moi, j'aime bien savoir où je vais. J'ai les outils pour piloter ma trésorerie, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui vraiment soit là pour euh, donner les bons axes pour enrichir la boîte, quoi. Donc, moi, j'ai des outils pour analyser ça tous les matins, mais j'ai vraiment besoin de me dire, faut que ça tourne. Ça paye au bon moment, on n'a pas de problème de friction dans toute la flux trésorerie. Voilà. Ça faisait partie avant, quand on était rattaché à un groupe, on ne parle pas du groupe actuel, mais du groupe avant, on n'avait pas de service RH, on n'avait pas de service comptabilité en interne. C'était dans une boîte noire, c'était dans le groupe, quoi. Moi, j'ai internalisé, et donc j'ai 2 personnes là-dedans. Donc si ils écoutent le podcast, ils vont se reconnaître. Donc j'ai quelqu'un pour la partie RH administratif ou voilà et comptable, parce que c'est pas là-dessus que j'apporte de valeur ajoutée, quoi. Je leur donne les éléments pour qu'eux pilotent bien, et on fait un point tous les mercredis là-dessus. Mais moi, ce que c'est vraiment, c'est mes super-héros du quotidien, en disant, voilà, je peux me concentrer. C'est comme si un directeur artistique fait de la compta, quoi. Bah, moi, je suis le directeur artistique d'Oxford. J'ai pas envie de faire de compta. Voilà.
Mais je veux savoir à tout moment si on est dans le rouge ou si ça va pas ou si on va sur le bon objectif. Attention, je fais pas du déni sur le pilotage de la boîte, quoi. Quelle chanson pourrait être l'hymne de Oxworks? Quel, pardon? Chanson. Euh, je vais dire We Are the Champions, mais je sais pas si je sors pas mon Joker parce que là j'ai sorti un truc comme ça. Bon, on va dire Joker. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Quel est le? Plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? J'avoue que j'ai pas beaucoup de mémoire des déjeuners d'affaires parce que je peux me retrouver dans des endroits très sympas, des lieux magnifiques où je suis gourmet, etc. Mais quand je suis en business, je regarde même pas ce que je mange. Donc malheureusement, je vais pas te répondre, mais j'ai pas de mémoire. Moi, quand je suis en échange avec quelqu'un, là, on pourrait être en train de manger. Je suis vraiment, Concentré sur. je suis dans le flow. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et quand tu es Ouais. dans le flow, t'entends plus rien à côté et le déjeuner devient secondaire, alors qu'on peut être dans des endroits très sympas, quoi. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? J'ai pas 15 ans, mais 18-19 ans, parce que moi, je suis un fils ouvrier, une mère en foyer. Et donc, moi, je parlais comme un boomer, mais à vrai dire, mes parents ne comprenaient pas que je continue les études, quoi. Ils se disaient, bon, tu vois, tes potes, ils travaillent déjà, quoi. Donc, pour moi, c'est compliqué parce que t'allais au café, ils étaient là, ils payaient des coups, quoi. Ils étaient chez leurs parents, ils avaient peut-être un SMIC, quoi. Bon, maintenant, avec du recul, je pense qu'ils ont un SMIC amélioré, quoi. Voilà, parce que c'est plus compliqué, à moins que t'as un vrai talent dans tes mains, mais mon frère avait un talent, il a qu'un CAP, il a gagné très bien sa vie, mais ce que je veux dire, j'ai pas été dans un vivier où, vas-y, crée ta boîte, quoi. Ouais. Maintenant, tu prends des gens en école de commerce, ça fait partie des exercices, quoi. Faut créer une boîte et parfois même, ils créent ça juste pour le fun, enfin pour le cours, quoi. Et la boîte, il la développe. Donc ça, franchement, j'ai pas été psychologiquement là-dessus et c'est dommage parce qu'à vrai dire, même à titre perso, j'ai attendu que ma maison soit payée pour investir en immobilier. À vrai dire, tant que les banques te disent oui, tu peux investir quand tu veux. Ouais. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Parfois, je suis dimanche, je suis même week-end. C'est-à-dire que des moments, le week-end, je bosse et il y a des choses qui me passent par la tête et j'envoie des éléments à mon équipe, quoi. Et dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Plus étrange que j'ai dans mon bureau? Bah, pour moi, c'est pas étrange, mais j'ai une gourde connectée, j'ai une bague connectée, j'ai beaucoup de produits connectés à côté de moi parce que c'est pratique au niveau de mon téléphone d'avoir un instantané quand j'ai besoin d'informations. J'ai tout au creux de la main, quoi. Que ça soit pour piloter la boîte ou pour me piloter moi, quoi. Voilà. Bon, eh ben écoute, merci pour toutes ces questions. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? LinkedIn, LinkedIn, David Sévelin. Je ils vont me mettrai le trouver. lien dans la description. Écoute, David, merci beaucoup pour cette discussion. Puis j'espère à très bientôt. Ça marche.